Bonsoir Barbara Abel. Bonsoir. Le bonheur sur ordonnance, c'est le titre du livre qui sort chez Récamier. Un livre qui a un petit air de déjà-vu, peut-être qu'il ressemble à celui-ci, qui avait le même titre, tiens, et qui était paru en 2009. Alors, cette interview aujourd'hui, ce sera l'interview de la deuxième chance, parce que ce livre, c'est sa deuxième chance. Qu'est-ce que ça signifie de republier, en le corrigeant, certes, un livre qui a plus de 15 ans? Alors, c'est très bizarre parce que, évidemment, celle que j'étais quand je l'ai écrit a changé, a évolué. Donc déjà, c'est la première fois que je relis un livre que j'ai écrit. C'est assez compliqué, c'est assez dur parce qu'on ne voit évidemment que les défauts. Que ce qui n'allait pas. Que ce qui ne va pas et que j'ai pas eu trop de temps non plus de bien le réécrire comme j'aurais voulu parce que voilà, je suis prise dans mes projets d'aujourd'hui. Et puis en fait, je redécouvre aussi celle que je me souviens, je commence en relisant le texte, je me souviens l'état d'esprit dans lequel j'étais, à quel moment de ma vie. Je me souviens que ma petite fille était toute petite, elle a 17 ans aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est assez étrange de plonger dans son passé créatif et de voir tout ce qui a évolué, tout ce qui a changé. Alors, il ne s'agit pas d'une réédition, c'est plus que ça. Rentrons dans le livre quand même, dans l'histoire du livre, puisqu'on va reparler de son contenu. C'est l'histoire de Méline qui est mère de famille, qui a 2 enfants, un petit chat qui va disparaître assez rapidement dans l'histoire, et puis un mari, et qui, au début de ce roman, se retrouve face à un médecin qui lui explique qu'elle a une sorte de cancer très particulière, sorte de cancer qui n'arrive pas tout à fait à nommer, mais qui a pour conséquence que non seulement sous peine de mort, elle doit absolument être heureuse, sinon elle va mourir, mais qu'en plus, quand elle n'est pas heureuse, quand elle a des contrariétés, elle pète les plombs. Ouais. Voilà. Ah ouais. Je trouve que l'idée est toujours très actuelle. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a fait plaisir. Je me souviens du moment où j'ai eu cette idée, où j'étais très enthousiaste par le fait d'écrire cette histoire. Ça parle un peu de l'injonction au bonheur qu'on connaît tous aujourd'hui, et je trouve que c'est une injonction qui a vraiment qui s'est amplifiée avec le temps. Déjà parce qu'à l'époque où on l'a publié, les réseaux sociaux commençaient, mais c'était vraiment très peu. Je crois que j'étais même pas encore sur Facebook à l'époque. Et c'est vraiment une injonction au bonheur qui a absolument explosé. Donc je dirais même presque, ce livre est presque plus actuel aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Alors c'est un livre qui était un petit peu en dehors de ce que vous aviez déjà fait. Oui. Il l'est resté parce que depuis lors, vous avez repris ce que vous aviez fait avant. C'est-à-dire il y a une espèce de continuité dans l'œuvre de Barbara Abel, c'est le polar. Alors le polar au sens large du terme, ce c'est-à-dire sont des histoires noires en fait au sein de la famille. Celle-ci, c'est une comédie. Oui, alors... Et c'est pour le coup le livre qui n'a pas marché. Oui, alors tout à fait. Bon, alors c'était pris aussi, j'étais prise dans des... Je changeais de maison d'édition, mais contractuellement, j'avais pas le droit d'écrire un thriller ou un polar dans ma précédente maison d'édition. Donc du coup, je devais faire autre chose. Donc raison pour laquelle j'ai fait ce livre-là et un autre livre qui s'appelle La brûlure du chocolat, qui n'ont absolument pas marché. Ça ne s'est absolument pas vendu. Et donc, du coup, mon éditrice, qui est toujours la même éditrice aujourd'hui, donc on ne s'est plus quitté depuis, m'a dit assez rigolé, tu vas maintenant m'écrire un bon petit thriller. Et j'ai écrit Derrière la haine, qui a explosé et qui a complètement relancé ma carrière. Mais donc, il y a ce clin d'œil ici. Dans la nouvelle version oui, tout à fait. Oui, du bonheur sur ordonnance, parce que on n'a pas parlé de ce qui avait changé entre la première et la deuxième version. Je n'ai qu'une certitude, puisque je n'ai pas fait la comparaison entre les 2 livres. Il y a un moment, je me suis dit, ça c'est nouveau, c'est vous faites allusion aux 2 actrices qui sont dans le tournage américain. Alors dans la vieille version, je fais allusion, donc c'est juste un moment où l'héroïne, le personnage de Méline est devant la télévision et regarde un film. Et donc, dans la vieille version, je fais allusion au film qui, à l'époque, venait de sortir. Donc, c'était l'adaptation de mon second roman, Un bel âge pour mourir, qui avait été adapté pour France 2 avec Émilie Dequesne, à qui j'adresse une pensée très émue et très chaleureuse, puisque j'avais été sur le tournage et je l'avais rencontrée à cette époque-là, Émilie Dequesne et Marie-France Pizier. Donc je faisais allusion dans la précédente version. Et puis donc du coup, j'ai changé et j'ai mis le remake du film d'Olivier Massé-de Passe, qui lui-même est adapté de mon roman Derrière la haine. Alors,
Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'on a déjà eu une conversation autour de ce livre, Barbara. Non. En 2009. Ah mince. Et je vais les retrouver. Alors, je vous propose de regarder ce que vous disiez à propos de la jouissance de faire parler cette mère de famille avec des mots très crus. Ouais. Voilà ce que vous en disiez. C'était extraordinaire. De pouvoir vous mettre à la place de Méline. Que Méline, dans son état normal, par exemple, ne dit jamais merde. Méline dit mince. Et donc, c'est vrai que c'est quelqu'un de très éduqué dans le self-control. Elle est mère de famille, elle a un travail, c'est une femme responsable, comme une femme bien sous tout rapport, oui, de temps en temps. Vous avez des enfants, vous êtes mère de famille, j'imagine que vous allez à l'école les conduire. Voilà, exactement. Vous ne prenez pas le premier gamin qui a touché le vôtre pour le coller contre le mur. C'est ça qui est très drôle, c'est que par exemple, la scène du gamin, j'ai pris un pied d'enfer à l'écrire parce que j'ai déjà eu envie. Sauf que, bon, voilà, mon self-control reprend le dessus. Je me dis, c'est un enfant de 8 ans, même s'il a tabassé le tien, tu ne peux pas le coller au mur, tu ne peux pas le traumatiser à vie. Donc voilà. Voilà, qu'est-ce que ça vous fait de revoir ça? C'est très touchant. En effet, je me souviens très bien de ce passage et du plaisir que j'ai eu à l'écrire. Et je me souviens d'ailleurs quand le jour où j'ai entamé ce passage, donc il fallait que je trouve le prénom du petit garçon, de l'autre, celui qui avait... qui s'appelle Jérôme. Voilà. Et donc en fait, mon fils est rentré et je lui ai dit... c'est qui que t'aimes pas dans ta classe aujourd'hui? Il m'avait dit Jérôme. Et hop, j'avais mis Jérôme. Voilà. Bon, c'est des choses comme ça. Et en effet, je me souviens avoir éprouvé un plaisir à venger mon fils, enfin le petit garçon dans le livre, en maltraitant ce pauvre enfant, ce pauvre Jérôme. C'est des choses, c'est des fantasmes qu'on a en tant que maman, parce qu'on a envie de torturer, de faire souffrir et de tuer toutes les personnes qui s'attaquent à nos enfants. Évidemment, on ne le fait pas. Et c'est bien de ne pas le faire. Alors on ne sait pas où est Jérôme aujourd'hui, mais votre fils, il est devenu un adulte entre-temps. Alors mon fils, il a 24 ans, voilà. Il termine des études à la Cambre, alors maintenant, c'est lui qui me protège. C'est lui parce qu'il me dépasse, il est très très grand en plus, donc s'il y a quelqu'un qui m'ennuie, c'est lui qui vient me protéger. Alors je ne sais pas s'il colle les gens au mur pour me protéger, mais c'est vrai que les rôles se sont inversés. Est-ce que vous êtes bricoleuse? Alors, je suis peut-être pas bricoleuse au sens propre du terme, mais je suis débrouillarde. Ah, ben moi, c'est du bricolage dont je voudrais vous parler. J'aimerais qu'on ouvre votre boîte à outils, qu'on regarde dedans et qu'on voit comment vous travaillez. Qu'est-ce qui naît en premier? Est-ce que c'est l'idée ou est-ce que ce sont les personnages? On voit, par exemple, quand je relis Le Bonheur sur ordonnance, on voit à quel point, parfois en une petite série de lignes, voire en une demi-page, vous campez les personnages et vous leur donnez cette espèce de personnalité qui va conduire l'histoire. Non, c'est vraiment la situation de départ qui va allumer quelque chose en moi, c'est-à-dire une situation avec un potentiel assez riche de tension et de préférence de tension psychologique entre les personnages. Et donc les personnages vont arriver après et je vais vraiment les fabriquer de telle manière à ce qu'ils servent cette situation, à ce que, de par, je ne sais pas, leur métier ou leurs conditions familiales ou quelque chose de psychologique va faire en sorte que cette situation tendue va être amplifiée au maximum. Alors vous parlez des idées de départ. Ces idées, vous allez les chercher où? Dans votre imagination ou dans votre entourage? Autrement dit, est-ce que quand on est invité chez Barbara Bell et qu'on parle de sa famille, on risque de se retrouver dans un livre? Alors c'est vrai que c'est plutôt dans la vie de tous les jours, en règle générale. La majorité de mes romans, comme sont des histoires de famille lambda. Et en plus, si vous pouvez remarquer qu'au fur et à mesure que les années passent, que mes romans sont publiés, les enfants grandissent. Donc j'ai commencé avec L'instinct maternel, c'était l'histoire d'une femme enceinte. Puis les romans qui suivent, les enfants sont quand même assez jeunes. Puis il y a les ados.
Donc c'est vraiment, bon, en général, oui, c'est... Le reflet de votre propre... Voilà, alors au début, c'est toujours des anecdotes qui ont l'air absolument ordinaires et qui n'ont aucun intérêt. Mais c'est vrai que je crois que j'ai quelque chose, moi, dans mon imaginaire qui fait que je vois assez vite le point de basculement et là où ça pourrait devenir problématique, tendu, angoissant, et là où je vais pouvoir raconter quelque chose. L'écriture chez vous est toujours d'une fluidité, d'une grande fluidité, pour essayer que, en fait, on ne s'arrête pas à un moment, on a toujours envie de lire la suite. Est-ce que c'est quelque chose de naturel? Est-ce que c'est quelque chose, au contraire, d'extrêmement travaillé? Non, non, c'est très travaillé, c'est vraiment pas naturel. Pour vous dire, ma production quotidienne, c'est plus ou moins 2 pages, ce qui n'est pas beaucoup. Alors, en fait, ça dépend. Au début du roman, c'est très laborieux. Bon, plus le roman avance, et puis le fait aussi qu'il y a des périodes où j'écris vraiment tous les jours, c'est comme un muscle. Hein. Donc plus je travaille, plus on fait des exercices physiques, moins c'est dur. Le cerveau, c'est pareil. Mais en règle générale, oui, c'est très travaillé. Vous soulevez de la fonte, quoi. Oui, oui, vraiment. Quand on soulève de la fonte, en général, on met de la musique. Qu'est-ce que vous mettez comme musique? Alors, moi, je travaille dans le silence. Et aussi, absolu? Absolu. C'est-à-dire pas question de travailler dans un bistrot ou de... Si. Ouais. Alors bistrot, ça me dérange pas du tout. Quand c'est un brouhaha, à partir du moment où je ne suis pas, mon attention n'est pas happée par quelque chose. Donc, par exemple, je peux pas travailler avec la radio, ça c'est pas possible. Et la musique, c'est vrai que je travaille pas trop parce que c'est déjà une ambiance. Si ça correspond pas à la scène que je suis en train d'écrire, ça me perturbe. Et en plus, voilà, les morceaux se succèdent, donc voilà. Sinon, au niveau goût, je suis assez éclectique. Voilà. Qu'est-ce qui définirait musicalement, justement, l'ambiance de la plupart de vos livres? Vous pourriez trouver le groupe, le compositeur Pour le moment, alors je pense à elle, je sais pas, Diana Krall, pour le moment. Je suis en train d'écouter son... Du jazz. Oui, c'est quelque chose d'assez... Ouais. Moi, j'aime bien... Plutôt soft, quand même, Diana Krall. Oui, mais alors, ce que je préfère, en fait, c'est vraiment le contraste. Je trouve que quelque chose une histoire très tendue, avec un jazz ou une musique très douce, je trouve ça très narratif. Ouais, ça marche bien. Un jour, on m'avait demandé quelle est la musique la plus effrayante pour vous. J'ai répondu une berceuse enfantine. Voilà. Alors, il y a eu, entre-temps, depuis 2009, quand vous avez écrit Le bonheur sur ordonnance, et aujourd'hui, beaucoup de choses qui se sont déroulées. Vous avez commencé à écrire pour de la série. Oui. Et je voudrais savoir, puisqu'on parle de boîte à outils, en quoi ça influe aujourd'hui votre écriture de roman? Alors oui, ça l'influe évidemment, forcément, puisque je travaille avec une autre scénariste on s'apporte beaucoup mutuellement. Forcément, on n'écrit pas pour la télévision comme on écrit pour un roman, mais c'est vrai que je remarque que l'écriture scénaristique implique qu'on doit s'adresser déjà à un autre public et que les chaînes ont des exigences par rapport aux personnages, c'est principalement par rapport aux personnages, on doit pouvoir s'identifier à eux. Et donc c'est vraiment quelque chose que j'ai, au fur et à mesure de mon travail scénaristique avec Sophia Perrier, que j'ai commencé à appliquer à mes romans. Je le faisais déjà, mais de manière plus ou moins instinctive. Je le fais de manière beaucoup plus consciente, beaucoup plus travaillée aujourd'hui. Et puis peut-être dans le rythme aussi, bien que je pense que le rythme, c'était quelque chose que je maîtrisais quand même déjà avant, et que c'est pas pour rien qu'on m'a appelée pour écrire du scénario. Voilà, alors ça c'est vraiment une réponse tout à fait pensée. Après, il y a évidemment plein de choses qui m'échappent, qui doivent forcément intervenir dans mon écriture romanesque d'aujourd'hui. Voilà, on referme la boîte à outils. Merci Barbara Abel. Le bonheur sur ordonnance, donc le titre de ce nouveau roman, on va l'appeler comme ça, puisque beaucoup ne l'ont pas encore lu, c'est Chéri Camier. Je vous invite à le lire si vous ne l'avez pas lu, et peut-être à le relire, comme moi, si vous l'avez lu il y a 16 ans.